En manchette ce soir, baisse des seuils d'immigration. Les réactions sont mitigées dans la région. D'un point de vue main-d'œuvre et d'un point de vue démographique, nous, on a cruellement besoin de ces nouveaux citoyens-là. Des Rouyn-Norandiens surpris de voir la valeur de leur résidence augmenter. Des enseignants se mobilisent contre la fermeture des classes en francisation. Et l'Abitibi-Témiscamingue se positionne comme un modèle mondial à la COP16. Bon vendredi, bienvenue au TVA 18h. On débute en politique fédérale. Le gouvernement Trudeau a annoncé hier revoir à la baisse ses cibles d'immigration. Donc, c'est près de 200 000 résidents permanents de moins qui seront accueillis l'an prochain et en 2026. Et les réactions sont mitigées ici dans la région. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. À un moment donné, ça posait un problème, puis la solution est devenue évidente pour le ministre, puis tant mieux. C'est certainement une mauvaise nouvelle parce que l'immigration en Abitibi-Ouest, ça ne fait pas partie de la colonne des problèmes, ça fait partie de la colonne des solutions. Quand même, une baisse de près d'un cinquième de l'immigration totale pour les 2 prochaines années. Selon Mark Miller, ministre de l'Immigration du Canada, s'il est clair que notre économie a besoin des nouveaux arrivants, nous devons nous adapter afin que chacun ait accès aux emplois de qualité, au logement et aux aides dont il a besoin pour s'épanouir. C'est un virage qui devrait d'ailleurs engendrer une baisse de la population canadienne d'environ 0,2 % pour 2024 et 2026. Pour Sébastien Lemire, le député de l'Abitibi-Témiscamingue, la clé réside dans notre capacité d'accueil des nouveaux arrivants. C'est un enjeu qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec. Le gouvernement du Québec et l'Assemblée nationale ont pris position. Dans le fond, l'enjeu, c'est pas compliqué, c'est notre capacité d'accueil. On veut être accueillant pour les nouveaux arrivants et le Québec reçoit plus que sa large part en termes de réfugiés et de demandeurs d'asile. Puis à un moment donné, ça a affecté notre capacité d'accueil au Québec. On voit le gouvernement du Québec qui coupe dans la francisation notamment, puis ça nous affecte même ici à Rouyn-Noranda. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser sur la capacité d'accueil. Et pour Sylvain Trudel, le président de la grande séduction Abitibi-Ouest, il ne fait aucun doute que la région continue, elle, d'avoir besoin de son immigration. 500 000 là, qui ont été accueillis ou presque l'an passé. La majorité de ces gens-là ont abouti dans les centres métropolitains, que ce soit Montréal, Toronto, Vancouver et tout. Donc, je peux comprendre que ça, avec la crise du logement, ça a pu créer des enjeux là, pour ces gens-là comme pour la population qui était déjà là, mais il reste que pour l'Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest particulièrement, on est loin d'être rendu à un seuil de saturation. On ne parle pas de ça. Donc, d'un point de vue main-d'œuvre puis d'un point de vue démographique, nous, on a cruellement besoin de ces nouveaux citoyens-là. Il s'agit de la première fois que le gouvernement Trudeau abaisse de la sorte les cibles d'immigration. Un plafond à 500 000 qui devrait d'ailleurs être appelé à augmenter en 2027. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et maintenant, 2 personnes ont été arrêtées en lien avec une perquisition dans une résidence à Val-d'Or. Les policiers ont saisi hier sur la rue de l'Étang plus de 250 grammes de cocaïne, environ 5 grammes de crack, plus de 2000 comprimés de méthamphétamine et 20 comprimés d'ecstasy. Manon Audy, 62 ans, et Richard Bellil, 51 ans, ont comparu et demeurent détenus en attendant la suite des procédures judiciaires. Ils font face à des accusations de complot ainsi que de possession de drogue dans le but d'en faire le trafic. On poursuit à Rouyn-Noranda. Des citoyens ont sursauté après un bond important de la valeur de leur propriété. C'est que la Ville a procédé le 24 septembre dernier au dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière 2025, 2026 et 2027. Ça a été réalisé par un évaluateur indépendant. Et la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale dépasse les 341 000 $ pour l'année 2025. C'est donc une hausse importante d'environ 17 % par rapport à 2024. La Ville nous donne ses explications. Ce qu'il faut savoir, c'est, par exemple, les coûts. La dernière évaluation était en date du 1er juillet 2020, soit 18 mois avant le dernier dépôt de rôle. Aujourd'hui, les coûts de construction sont plus élevés en date du 1er juillet 2023, qui est notre nouveau dépôt de rôle. Il y a aussi chaque maison, par exemple, si on prend la dimension du terrain, la surface habitable, le secteur, ont eu
On a réévalué les valeurs à partir des données, mais surtout les ventes comparatives. Au courant des dernières années, les données qu'on a eues pour nos évaluateurs externes, c'est que le marché il est fort, il est bon. Les revenus résidentiels pour le locatif est bon aussi. Donc, tous les indices nous portent à croire qu'il y a vraiment eu une évaluation en hausse, en fait, au global. Il ne faut pas corréler la hausse d'une valeur moyenne de maison avec la hausse du compte de taxes parce qu'il faut voir la hausse du compte de taxes, bien, le compte de taxes comme une facture, en fait. Puis, pour évaluer le montant que j'ai besoin de facturer, si on peut le dire ainsi, il faut d'abord que je dise, pour rendre mes services aux citoyens, j'ai besoin de combien d'un côté de la balance, donc combien je dois aller chercher en revenus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher tous les revenus possibles autres. Puis après ça, on vient taxer. Donc, c'est pas parce que la valeur monte que je vais venir taxer plus. J'ai les mêmes besoins pour rendre les services aux citoyens. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui pourraient croire que la ville a manqué de transparence, en fait, dans le dossier, dans le sens qu'ils ont appris ça un peu à la surprise, là? Bien, en fait, c'est pas... il faut pas le voir de cette façon-là. Nous, en fait, on a des évaluateurs qui sont externes à la ville, qui ne sont pas dans la ville de Rouyn-Noranda. On avait par souci d'attendre qu'il y ait une présentation présentielle à nos élus pour que par la suite, adviennent des questions des citoyens et que ces élus-là puissent répondre aux questions des citoyens, la meilleure transparence possible. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a publié un avis public dès le dépôt de rôle a été effectué. Il n'est peut-être pas passé très aperçu. Par contre, nous, au niveau de la loi, on a respecté ce qu'on avait à faire. Aussi, il va y avoir des avis d'évaluation qui vont être envoyés au début janvier pour justement expliquer les valeurs de la maison de chaque personne. Donc, d'une façon ou d'une autre, il va avoir été, on va avoir fait notre rôle de transparence, mais peut-être à un moment différent des attentes des citoyens. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous remarqué une augmentation de la valeur de votre résidence? » Vous avez répondu oui à 57 %. À Val-d'Or, une manifestation a eu lieu aujourd'hui devant les bureaux du député Pierre Dufour pour dénoncer la fermeture des classes en francisation. Félix Blacquière était sur place. Près d'une cinquantaine de personnes se sont mobilisées vendredi après-midi face à la fermeture des classes en francisation dans la région. Pendant ce temps, les représentants syndicaux ont une rencontre avec le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, où l'enjeu du trou de service dans la région a d'ailleurs été ciblé. Il y a eu un bureau du MIFI qui a été mis en place en novembre 2023. Jusqu'à présent, on a de la misère à savoir qu'est-ce que le bureau du MIFI a été capable de faire jusqu'à présent. Donc là, c'est d'aller voir comment on aura une alternative louable qui se met en place justement pour être capable de franciser ces gens-là chez nous, si ce n'est pas par le biais des services scolaires qui, jusqu'à présent, faisaient quand même un très bon travail. Le député s'est engagé à faire valoir cette spécificité régionale à Québec, mais pour le moment, le syndicat de l'enseignement de la Jamysie et de l'Abitibi-Témiscamingue déplore le fait qu'après les fêtes, c'est le néant pour les professeurs en poste. On ne se le cachera pas, là. Il y a certaines personnes qui ont déjà annoncé leur départ, d'autres qui regardent activement ailleurs. Puis quand je dis ailleurs, c'est peut-être même pas nécessairement en éducation. Donc, allô la pénurie, allô la rétention de personnel, la valorisation du travail enseignant. Des représentants du nord du Québec étaient aussi sur place. Ça va au-delà des conditions de travail, ça va devenir un problème ultimement sociétal. C'est pour ça qu'on défend ça aujourd'hui. Et en attendant, il y a des élèves dans la région qui veulent continuer à apprendre le français. Qu'est-ce que je dois faire après? Où je dois étudier? Où? Je n'ai pas d'argent pour l'école privée. Comment je dois parler français? Je veux parler français. Mais M. Legault ne me donne pas possibilité pour parler. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le projet Lac-Kosciuszko à Rouyn-Noranda va briller à l'international puisqu'il sera présenté à la conférence des Nations unies sur la biodiversité à Cali, en Colombie. On a la directrice du collectif Territoire avec nous pour en parler. Bonjour, Madame Aubry. Bonjour. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler de ce projet du Lac-Kosciuszko?
En fait, le projet La Kosciuszko, c'est un projet qu'on porte là, depuis déjà 5 ans qui vise à réhabiliter puis à mettre en valeur le lac Kosciuszko à travers une grande démarche communautaire qui implique plusieurs secteurs de la communauté, les arts, les sciences, l'industrie, le tourisme, l'environnement, puis qui donne aussi une place importante justement aux gens de la communauté. Puis là, on le disait plus tôt, ça va quand même être présenté à plusieurs personnes à travers le monde. C'est quoi l'objectif derrière tout ça? En fait, la conférence de Cali, c'est une conférence internationale où est-ce qu'il y a des négociations qui sont en place pour que les décideurs trouvent des moyens que chaque pays respecte les cibles de préserver 30 des écosystèmes d'ici 2030. Donc, les écosystèmes, ils sont où? Ils sont sur les territoires. Alors, c'est sûr que c'est important aussi d'avoir des exemples, des modèles d'initiatives concrètes qui se passent sur les territoires puis qui peuvent un petit peu illustrer de quelle manière, concrètement, est-ce qu'on peut se mettre en place collectivement, en œuvre pour réhabiliter finalement des écosystèmes. Oui, certainement. C'est quand même fou là, de voir qu'un projet d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue, se rend aussi loin dans le monde. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Bien, on en est très fiers. Puis, tu sais, en même temps, toutes les villes, toutes les régions sont à quelque part et ont une réalité qu'ils veulent partager avec le reste du monde. Donc, on n'est pas plus loin qu'ailleurs là, à ce titre-là. Et en même temps, on a une réalité intéressante parce que comme région où il y a une grande présence finalement, une région ressource qu'on appelle souvent, qui a une présence industrielle, des activités extractives, le fait de travailler en collaboration, nous, de mettre à profit l'expertise de l'industrie pour la réhabilitation des écosystèmes, ça donne un modèle inspirant de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire finalement atteindre les cibles du Canada en termes de réhabilitation d'écosystèmes. Génial, c'était inspirant de voir tout ça, de voir que notre région peut aller aussi loin. Merci beaucoup, Mme Aubry, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et toujours en lien avec la COP16 qui se tient en ce moment jusqu'au 1er novembre, notre région va aussi se positionner comme un modèle mondial, mais cette fois-ci en termes de tourisme. Le nouveau pôle d'innovation de tourisme régénératif a été présenté aujourd'hui. Dans un territoire comme le nôtre, le tourisme régénératif peut se matérialiser par la décontamination d'anciens sites miniers transformés en destinations touristiques avec la création de chalets écologiques, par exemple. On écoute la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue qui se trouve présentement à la COP16. Le tourisme régénératif, ça va plus loin que le développement durable. Le développement durable, on veut stopper, la dégradation de l'environnement. Le tourisme régénératif, c'est pas juste de le stopper, c'est de régénérer la biodiversité, de ramener la biodiversité comme elle était avant l'activité industrielle ou différentes activités. C'est de ramener la biodiversité et d'en faire un attrait touristique pour les visiteurs. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Alors, je suis Patrick Sénécal. Hey, je suis Normand D'Amour. Alors, on est à l'événement 15-2 à Val-d'Or. Et puis, On vous revient après la pause pour en parler un peu plus. Oui, parce que vous voulez pas manquer ça. J'ai une pris du café pourtant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, l'événement de jeux de société 15-2 a lieu en fin de semaine au complexe culturel Marcel Monette de Val-d'Or. Et les co-porte-parole Patrick Sénécal et Normand D'Amour vont vous accompagner à travers vos aventures, à travers les différents jeux. Je vous invite à aller consulter la programmation complète sur le site du service culturel de Val-d'Or pour être sûr de ne rien manquer. Il y a des activités et des jeux pour tous les âges et pour tous les goûts. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour en famille parce que toutes les activités sont gratuites. Et j'ai rencontré les co-porte-parole aujourd'hui. Ils sont vraiment impatients de jouer avec vous en fin de semaine. Vous êtes les deux co-porte-parole cette année. Et Patrick, vous avez été porte-parole l'année dernière, puis vous avez été invité à revenir avec
un collègue de votre choix. Pourquoi vous avez décidé d'y aller avec Normand? Ben, parce que j'avais pas le choix. Il me menaçait, sinon j'aurais été dans le trouble. Non, mais c'est un choix qui s'est imposé assez rapidement. Normand, c'est un de ceux qui m'a beaucoup amené dans le monde des gros jeux. Il n'y a pas Je suis, j'ai un autre de mes chums, mais avec Normand, ça a continué. Puis une personnalité qui adore les jeux au Québec, Normand D'Amour, c'est pas mal le nom qui vient en premier. Puis en plus, c'est un chum. Fait que j'ai fait, on m'en parlait à Normand. J'y croyais pas beaucoup. Je me dis, il est tellement occupé, il est en tournage, tout le kit. Mais il s'est arrangé pour pouvoir venir, puis le voilà. Ben oui, certain. Non, je ne vais pas passer à côté de ça, puis c'est une invitation incroyable. Et d'où vous est venu votre intérêt pour les jeux de société? Pour moi, les jeux, ça fait partie de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs, en fait, qui aiment les jeux, parce qu'il y a comme il y a un monde dans les jeux de société. C'est pas des jeux... Il y a des jeux abstraits, mais nous autres, on aime beaucoup les jeux thématiques dans lesquels, justement, il y a un univers, il y a des personnages, il y a une thématique, il y a de la stratégie. Fait que pour moi, je retombe en enfance à chaque fois que je joue à ça, même si c'est des jeux des fois bien compliqués, là, mais moi, ça vient de là. Je vais prendre le mot enfance au vol, parce que moi, ça vient de mon enfance. La maison était toujours pleine chez nous. Les oncles, les tantes venaient jouer au 500, jouer aux scènes avec mon père et ma mère. Et c'est la vibe de rire, la vibe de bonheur. On fumait, on buvait, on sacrait, on riait. On avait surtout du fun. Et nous, les cousins, on entendait ça au loin. On avait du fun aussi. Une des premières, dans le premier Randolph qu'on a fait, je me souviens d'être assis en arrière et d'entendre la vibe de plaisir qu'il y avait. J'ai fait, OK, c'est pour ça que tu fais ça. C'est juste pour ressentir la vibe de bonheur. Parce que tantôt, ça va être que ça. Ça va être ça. Ça va être que ça, du bonheur, du monde qui rit, du monde qui fait « Ah, ouais. » Juste cette vibe de « OK, les gens s'amusent ensemble. » Moi, c'est le ensemble qui, pour moi, le jeu de société est le plus important. Puis jouer aux jeux de société, laissez pas vos enfants seuls devant leur machine. Oui, c'est ça, exact. Et là, pour terminer, vous êtes deux grands joueurs de jeux de société. Je peux pas ne pas vous poser la question. C'est quoi votre jeu préféré? Je l'ai 2D. 2D. Juste 2D à 6 faces. On peut faire plein de belles choses avec ça. Il n'y a rien de plus simple. Je termine en vous rappelant que le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue commence demain avec le film d'ouverture Le Cyclone de Noël et l'espace court se poursuit ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Il reste quelques billets demain pour la présentation du film d'ouverture, alors n'hésitez pas à aller en acheter et bon festival tout le monde! Après la pause, on dresse un portrait de ce qui s'en vient ce week-end dans la LHJMQ puisque l'Océanique est dans la région, mais il y a également un deuxième duel de la 117 qui va jouer dimanche. Tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au hockey, les Huskies et les Foreurs affrontent tous deux l'Océanique de Rimouski cette fin de semaine avant de se donner rendez-vous dimanche pour le deuxième chapitre du duel de la 117. Alexis Dumont met la table pour le week-end. Après leur victoire de 6-2 devant une des très bonnes équipes de la Ligue, l'Océanique de Rimouski, les Huskies chercheront à répéter leur performance de la veille ce soir contre cette même équipe. C'est une équipe à maturité. Je m'attends à avoir une réponse de leur part. Puis c'est sûr qu'on va devoir être prêt à faire face à cette réponse-là, surtout en première période. Puis pour moi, là, on a fait beaucoup de bonnes choses hier, puis ça va juste être de le répliquer puis de le rendre encore meilleur ce soir. L'avantage numérique de la Meute a été solide hier avec 4 buts et l'entraîneur Steve Hartley est bien content de cette facette du jeu. Il souhaite également voir son équipe continuer dans cette lignée en vue des 2 matchs du week-end. Notre avantage numérique fait la différence soir après soir. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, on limite les surnombres. On reste discipliné, on ne donne pas grand chance de marquer à 5 contre 5. Puis par la suite, on va chercher des gros buts là, à chaque match en avantage numérique qui fait la différence. De leur côté, les Foreurs se disent prêts à se mesurer à l'Océanique. Même s'ils ont perdu leurs 2 rencontres contre Rimouski la semaine dernière, l'équipe a pu profiter d'une semaine complète d'entraînement pour se préparer pour cette rencontre. D'affronter une grosse machine de hockey comme ça, c'est un beau défi également pour nous. Mais j'aime la manière qu'on se comporte, j'aime notre groupe dans la direction où on s'en va. Puis, regarde, je pense que ça va bien aller. Et quoi de mieux pour clôturer le week-end qu'un duel Husky-Foreur? Les 2 équipes croiseront le fer au centre Agnico Eagle et les 2 entraîneurs s'attendent à un bon match de hockey. On l'a vu le dernier match, c'était un excellent match qu'on a donné contre les Huskies la dernière fois ici. On avait eu un excellent départ. Ça va être à nous de jouer 60 minutes. Toutes les fois qu'on joue contre les Foreurs, c'est peu importe, on dirait, où ce que les équipes se situent au classement, c'est toujours des matchs serrés. Il y a un engouement avec les partisans, la rivalité des 2 équipes. Puis
comme j'ai dit, peu importe où ce que les clubs se situent, c'est toujours des bons matchs, puis on va devoir être prêts pour ce match-là. Les Foreurs devront également se méfier des gros canons des Huskies, principalement d'Antonin Véraud qui s'est installé hier avec son taux de chapeau au premier rang des pointeurs de la Ligue. Pour moi, c'est le moteur de notre équipe, puis même si on regarde le versus l'an passé, c'est dans sa façon de jouer. Il fait tous les bonnes choses, il est beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'an passé, puis juste dans sa façon de jouer, pour moi, il a élevé son jeu à un autre niveau. Les Huskies tenteront de poursuivre sur leur belle lancée, eux qui ont remporté leurs 4 derniers matchs, s'installant au 2e rang de la conférence de l'Ouest. De leur côté, les Foreurs chercheront à profiter de l'avantage de la glace ce week-end afin de rebondir, eux qui sont actuellement au 17e rang sur 18 formations dans la Ligue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on a une première neige au menu en fin de semaine. Kémélia, je pense qu'en fin de semaine, c'est la bonne. J'ai entendu dire que le Festival du cinéma attirait la neige en région. Bien, c'est ce qu'on va voir en fin de semaine. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, on aura des averses de pluie qui vont cesser tard ce soir. Là, ça a déjà commencé. On a une petite pluie fine dans le visage. Ce sera nuageux par la suite avec un minimum de 0. Et pour le Témiscamingue, même chose, sauf qu'on aura un minimum de 2 degrés. Demain, il va falloir habiller vos enfants pour passer l'Halloween à Rouyn-Noranda. Ça va être assez frisquet. En Abitibi, quelques averses de neige et de pluie qui vont cesser en après-midi avec un maximum de 2 degrés. Et pour le Témiscamingue, ce sera généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averses de pluie ou de neige le matin avec des températures stables près du 2 degrés. Et un aperçu pour dimanche en Abitibi, ce sera nuageux avec encore une fois 60 % de probabilité d'averses de neige et un maximum de 3 degrés pour le Témiscamingue. Même chose, de la neige intermittente avec un maximum de 4 degrés. Passez une belle fin de semaine et à tous ceux qui passent l'Halloween demain, habillez-vous chaudement, vous allez en avoir besoin, mais surtout, profitez-en. Oui, c'est vrai. Soyez prudents aussi. Merci, Justine. Bonne fin de semaine à toi aussi. Donc, avant de se quitter, on a appris aujourd'hui le décès à l'âge de 76 ans de Jean-Yves Gourde, l'un des copropriétaires de RNC Média depuis 28 ans. C'était aussi le fils de Jean-Joffre Gourde qui a confondé Radio-Nord en 1948. Notre équipe offre ses sincères condoléances à ses proches. Donc voilà, ça a été un plaisir encore une fois de vous accompagner ce soir. On se retrouve lundi. Passez un beau week-end.